Tout le monde a dit à Christian Matthew que l'argent ne pouvait pas acheter la loyauté. Il ne les a pas crus jusqu'à ce qu'il ait 78, mourant et entouré de vautours se faisant passer pour des enfants. Il l'attendait qu'il prenne son dernier souffle pour qu'il puisse déchirer son empire. Ainsi, un mardi pluvieux de novembre, le milliardaire a disparu. Il est entré dans un restaurant délabré à la périphérie de Seattle, portant un manteau de friperie et un froncement de sourcils. Il ne cherchait pas de nourriture. Il cherchait un héritier. Il a commandé un café, fait une scène et laissé un pourboire de 5 $ qui était destiné à être une insulte. Mais la serveuse ne s'est pas fâchée. Elle a fait quelque chose qui a arrêté Christian net et l'a forcé à réécrire un testament de 3 milliards de dollars cette nuit-là. La pluie à Seattle ne lave pas les choses proprement. Elle rend juste la saleté plus glissante. C'est exactement comme Christian Matthew se sentait en sortant de l'arrière d'un taxi, pas sa limousine, mais un taxi jaune qui sentait le tabac rassis et le désodorisant au pain. Il a instruit le chauffeur de s'arrêter à 3 pâtés de maison de la Cuillère Rouillée, un restaurant qui semblait s'accrocher à l'existence par pure force d'habitude. Christian a remonté le col de son manteau. C'était un manteau de laine qu'il avait acheté à une armée du salut 3 villes plus loin pour 12 $. Il sentait la naphtaline. En dessous, il portait une chemise en flanelle effilochée et des bottes de travail qui étaient 2 tailles trop grandes. Pour le monde, il était juste un autre vieil homme oublié par le temps. Pour Wall Street, il était le loup de fer, le PDG de Matthew Dynamics, un homme valant un estimé 302 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, Christian sentait chaque odeur de cette richesse peser sur sa poitrine comme une pierre tombale. Il a poussé la porte du restaurant. Une clochette a tinté faiblement. L'air à l'intérieur était épais avec l'odeur de bacon frit, de café brûlé et de désespoir. C'était le coup de feu du déjeuner, ou ce qui en tenait lieu dans cette partie de la ville. Camionneurs, travailleurs postés fatigués et quelques adolescents séchant l'école remplissaient les bouées. Christian a traîné les pieds vers une petite cabine à l'arrière près des toilettes. Il s'est assis lourdement, toussant un son humide et rauque qui ne faisait pas partie du numéro. Le cancer du poumon du stade 4 était très réel. Il a vérifié sa montre, une montre numérique en plastique bon marché qu'il avait échangée contre sa Rolex. 12h15. Je serai avec vous tout de suite, chérie. La voix a traversé le tintement des couverts. Christian a levé les yeux pour voir un flou de mouvement. Elle était jeune, peut-être au début de la vingtaine, avec les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée qui défiait les lois de la physique. Son badge de nom tordu et légèrement maculé vers Sarah. Christian l'a regardé. C'était le test. Il avait fait cela dans 5 autres restaurants à travers la ville au cours du dernier mois. Dans le premier, le serveur l'avait ignoré pendant 20 minutes parce qu'il avait l'air pauvre. Dans le second, la serveuse avait ricané quand il avait demandé de l'eau. Dans le troisième, le gérant lui avait demandé de partir avant même qu'il ne commande, citant une politique d'interdiction de flânerie. Il voulait voir si l'humanité existait encore. Il avait besoin de savoir s'il restait quelqu'un dans le monde qui traitait un être humain comme un être humain sans voir un signe dollar attaché à leur front. Sarah s'est précipitée, équilibrant 3 assiettes sur un bras. Elle les a déposées à une table de travailleurs de la construction tapageur qui la regardait ouvertement de manière obscène. Elle les a ignorées avec un sourire fatigué et exercé, puis s'est tournée vers Christian. « Désolée pour le poids, dit-elle, tirant d'un bloc-notes de son tablier. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux qu'aucune quantité de correcteur ne pouvait cacher, et ses chaussures semblaient tomber en morceaux. Temps difficile dehors. Puis-je vous servir un café pour commencer? Christian a grogné, gardant la tête baissée. Oh, du robinet! Et je veux voir un menu, mais ne vous attendez pas à ce que je commande le homard. C'était une entrée en matière rude et abrasive. La plupart des serveurs auraient levé les yeux au ciel. Sarah a juste souri, une expression sincère et douce qui atteignait ses yeux. Plus de homard, j'ai peur, mais le pain de viande est plutôt bon aujourd'hui. Je vais chercher cette eau. Elle est revenue 30 secondes plus tard avec l'eau.
Pas de glace, comme demandé. J'ai besoin d'une paille, a claqué Christian. J'ai les mains tremblantes. Bien sûr, elle en a produit une instantanément. Et cette table est collante, c'est plein, Christian, passant un doigt sur le formica. Dégoûtant. Sarah n'a pas soupiré, elle n'a pas regardé le plafond. Se racle la gorge. Elle a posé l'eau, tiré un chiffon de son tablier et frotté la table jusqu'à ce qu'elle coigne. Mieux, a-t-elle demandé doucement. Je sais à quel point c'est ennuyeux. Mon père déteste aussi les tables collantes. Christian l'a regardé fixement. Votre père? Mon père, dit-elle, sa voix baissant d'un décibel, perdant un peu de sa gaieté professionnelle. Il est particulier comme vous. Je ne suis pas particulier, a grogné Christian. Je suis vieux, il y a une différence. Assez juste. Elle a ri. Alors, pain de viande ou êtes-vous du genre petit déjeuner pour le déjeuner? Café noir et une part de tarte aux cerises, mais chauffez-la. Si elle est froide, je la renvoie. Vous l'avez. Pendant l'heure suivante, Christian Matthew a fait de la vie de Sarah Jenkins un enfer vivant. Il a renvoyé le café 3 fois. Une fois, il était trop chaud, une fois trop froid, et une fois, il avait goût de boue. Il s'est plaint que la tarte était trop sucrée. Il a laissé tomber sa fourchette sur le sol exprès 2 fois, juste pour la regarder se pencher et la ramasser. À travers tout cela, Sarah n'a jamais craqué. Elle se précipitait entre 6 tables, gérant d'une machine à soda cassée et un tout petit qui criait à la table 4. Mais chaque fois qu'elle revenait vers Christian, elle le traitait avec une étrange grâce patiente. Cela le confondait. Sa propre fille, Béatrice, avait jeté un verre de vin sur une femme de chambre la semaine dernière parce que le chardonnay était à température ambiante. Son fils, Richard, avait viré une secrétaire pour l'avoir regardé dans les yeux. « Pourquoi êtes-vous si gentil, Christian? » Pensez en regardant Sarah essuyer la sueur de son front. « Quel est votre angle? » Finalement, Christian a fait signe pour l'addition. Le total s'élevait à 850 $. Il a sorti un portefeuille en velcro robuste. Il a fouillé avec les billets, s'assurant qu'elle voyait qu'il avait quelques billets de 20, mais surtout des billets d'1 $. Il a placé un billet de 10 $ sur la table. « Gardez la monnaie ?» a-t-elle demandé, tendant la main vers lui. « Non. » Christian a repris le billet. « J'ai besoin de monnaie. Cassez-le. » Elle a cligné des yeux, surprise, mais a hoché la tête. Bien sûr. Elle est revenue avec un billet de 5 $ et 5 billets d'1 $. Christian a pris les 5 billets d'1 $ et les a fourrés dans sa poche. Il a laissé le seul billet de 5 $ sur la table. Puis il s'est penché, la regardant droit dans les yeux. Le service était lent, a-t-il menti, et la tarte était détrempée. Il s'est levé, feignant une claudication, et a commencé à s'éloigner. Un pourboire de 5 $ sur une addition de 8,800 $ était en fait généreux, presque 60 %. Mais le contexte était la clé. Il avait occupé sa table pendant 4 minutes pendant le coup de feu, s'était plaint de tout, l'avait fait travailler 3 fois plus, puis l'avait critiqué en face. La plupart des gens auraient été soulagés qu'il parte. Christian a poussé la porte et est ressorti sous la pluie glaciale de Seattle. Se racle la gorge. Il a attendu. Habituellement, c'était la partie où le serveur marmonnait crétin sous leur souffle, ou, dans un cas à Chicago, le serveur l'avait suivi dehors et lui avait jeté les pièces dans le dos. Christian a marché lentement vers le coin où il avait dit au taxi d'attendre. Il a compté ses pas. 1, 2, 3. « Monsieur, excusez-moi, monsieur. » Christian s'est arrêté. Un petit sourire a touché ses lèvres. « Ça vient, » a-t-il pensé. La colère, l'indignation. Écoutons-le. Il s'est retourné. Sarah courait sous la pluie, ne portant que son mince uniforme de restaurant. Elle tremblait instantanément, ses cheveux collant à son visage. Elle tenait le billet de 5 $ dans sa main. Christian s'est préparé à l'insulte. « Vous avez oublié ceci, » a dit Sarah, essoufflée, tendant la main. Le billet de 5 $ était humide de la pluie. Christian a fixé l'argent, puis elle. La pluie dégoulinait de son nez.
Je ne l'ai pas oublié, a-t-il grogné, jouant le rôle du commode jusqu'au bout. C'est votre pourboire. Je vous ai dit que le service était lent, mais je ne suis pas un voleur. Sarah n'a pas retiré sa main. Elle a fait un pas de plus, ses yeux cherchant son visage avec une intensité qui a mis Christian mal à l'aise. C'était un regard d'inquiétude, pas de gratitude. « Monsieur, dit-elle, sa voix tremblant légèrement à cause du froid. J'ai vu votre portefeuille. » Christian a figé. Avait-elle vu sa carte American Express, platine glissée dans le pli caché? Avait-il été négligent? Vous aviez surtout des billets d'$1, a continué Sarah, sa voix douce. Et vous avez commandé la chose la moins chère du menu, et vous êtes resté longtemps à l'intérieur juste pour rester au chaud. Je sais que les choses sont difficiles. J'y suis passé. Christian a été stupéfait en silence. Elle pensait qu'il était démuni. Elle pensait qu'il était un homme sans abri étirant une tasse de café pour échapper au froid. « Je ne peux pas prendre cela, dit-elle, pressant le billet de $5 dans sa main rugueuse et cailleuse. « $5, c'est un repas. S'il vous plaît, reprenez-le. Je n'ai pas besoin de votre charité, fille. » Christian a bégayé. Ce n'était pas dans le script. Le script était simple, il était impoli. Ils étaient en colère. Il a confirmé que l'humanité était condamnée. « Ce n'est pas de la charité, » a dit Sarah fermement. Elle a fouillé dans la poche de son tablier. Et attendez, elle a sorti un petit morceau de papier froissé. C'était un coupon. « Ceci est pour un petit déjeuner gratuit pour les lève-tôt. œufs, pain grillé, café. Il expire demain. J'allais l'utiliser, mais vous le prenez. Revenez demain matin, demandez-moi. Je m'assurerai que le café est vraiment chaud cette fois. » Se racle la gorge. Elle a souri de nouveau, ce même sourire sincère et déchirant. « Pourquoi? » Christian a demandé. Le seul mot s'est raclé de sa gorge. « J'ai été terrible avec vous. » Sarah a haussé les épaules, enroulant ses bras autour d'elle pour se protéger du froid. « Mon frère est malade. Vraiment malade. Et certains jours, il est juste en colère. Il me crie dessus. Il jette des choses. Mais je sais que ce n'est pas lui. C'est la douleur. » Elle a regardé Christian dans les yeux. « Vous avez l'air d'être en douleur, monsieur. Vous n'avez pas à être gentil pour mériter un repas chaud. » Elle a frissonné violemment. « Je dois rentrer. Mon gérant va me tuer. S'il vous plaît, prenez l'argent et utilisez le coupon. » Elle s'est retournée et a couru vers le restaurant, la clochette tintant alors qu'elle disparaissait dans la chaleur et la graisse de la cuillère rouillée. Christian Matthews se tenait seul au coin de la rue. Le billet de $5 et le coupon froissé lui semblaient lourds dans la main, plus lourds que les contrats de fusion de milliards de dollars qu'il signait mensuellement. La pluie a trempé son manteau bon marché, le glaçant jusqu'aux os, mais sa poitrine lui semblait en feu. « Vous avez l'air d'être en douleur. » Elle l'avait vu. Pas le milliardaire, pas le péditeur, elle avait vu le vieil homme mourant que même ses propres enfants refusaient de reconnaître. Une voiture noire Lincoln Town s'est arrêtée au trottoir silencieusement. La fenêtre s'est baissée. Se racle la gorge, Monsieur Matthew, le chauffeur, un homme grand nommé Kavanagh, a demandé avec inquiétude. « Vous êtes resté sous la pluie pendant 5 minutes. Allez-vous bien? » Christian n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé le coupon. Petit déjeuner gratuit pour les lève-tôt valeur $4,89. « Kavanagh, a dit Christian, sa voix changeant. Le raclement avait disparu, remplacé par le ton d'acier de commandement qui avait bâti un empire. « Donnez-moi mon téléphone. »« Oui, monsieur. » Christian était monté à l'arrière de la voiture. Les sièges en cuir étaient chauffés. L'air sentait le cuir cher et l'isolement. Il a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. James O'Connell, une voix a répondu à la deuxième sonnerie. C'était son avocat personnel et plus vieil ami. « Jimmy, a dit Christian, j'ai besoin de vous au penthouse ce soir, 19h. Christian, tout va bien? Vous semblez étrange. Le médecin vous a-t-il donné de mauvaises nouvelles? Non, a dit Christian, regardant par la fenêtre, alors que la cuillère rouillée s'estompait dans la distance pluvieuse.
Le médecin m'a dit que je mourrais. Je savais cela. Mais je viens de découvrir que j'ai vécu de la mauvaise façon. Je ne comprends pas. Le testament, Jimmy. Le brouillon que nous avons finalisé le mois dernier. Celui donnant la succession à Richard et Béatrice. Oui, il est prêt à être signé. Apportez-le, a dit Christian. Et apportez une déchiqueteuse. Nous recommençons. Recommencez, Christian. C'est 3000 pages de structuration juridique. Vous ne pouvez pas juste, j'ai dit, apportez-le. Christian a claqué puis a adouci son ton. Et Jimmy a engagé un détective privé. Le meilleur que vous connaissiez. J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents d'une femme nommée Sarah Jenkins. Elle travaille dans un restaurant à Fort et Pike. Je veux tout savoir. Ses dettes, sa famille, son histoire, tout. Est-elle une menace, Christian? Est-elle une arnaqueuse? Christian a regardé le coupon dans sa main. Sarah, le nom défilait au dos à l'encre bleue. Non, a chuchoté Christian. C'est la seule chose réelle que j'ai trouvée en 10 ans. Il a raccroché le téléphone. Alors que la voiture filait vers la prison opulente de son penthouse, Christian a fermé les yeux. Il a pensé à son fils Richard. Juste hier, Richard avait demandé une avance sur son héritage pour couvrir une dette de jeu à Monaco. Il n'avait pas demandé comment la chimiothérapie de Christian se passait. Il n'avait pas remarqué que Christian toussait du sang. Et puis, il y avait Sarah, une fille qui gagnait probablement 4 $ de l'heure plus les pourboires, essayant de rendre de l'argent à un vieil homme grincheux parce qu'elle pensait qu'il en avait plus besoin. Christian a ouvert les yeux. Ils étaient froids et durs. « Kavanagh, a-t-il dit, « Monsieur, annulez mes réunions pour demain matin. » Toutes, même la réunion du conseil d'administration avec les investisseurs japonais, surtout celle-là, a dit Christian. J'ai un rendez-vous pour le petit déjeuner et j'ai besoin de savoir à quel point le frère de Sarah Jenkins est vraiment malade. Christian ne le savait pas encore, mais il venait de commencer une guerre. Au moment où le soleil se coucherait demain, ses enfants sauraient qu'il préparait quelque chose. Et quand les enfants Matthew sentaient leur héritage menacé, ils ne jouaient pas gentiment. Ils jouaient pour le sang. Le vieil homme a touché la poche de poitrine de son manteau où se trouvait le billet de 5 $. Que les jeux commencent, a-t-il chuchoté. Le penthouse de la Tour Matthew était moins une maison et plus un musée du silence. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de Seattle. Les lumières de la ville s'étillant comme des diamants renversés en dessous. Mais à l'intérieur, l'air était stagnant. Christian Matthew était assis dans son fauteuil en cuir, la canule à oxygène enroulée sur ses oreilles, sifflant doucement. En face de lui était assis James Unnell, son avocat, depuis 40 ans. James semblait avoir vieilli d'une décennie depuis leur appel téléphonique quelques heures auparavant. Entre eux, sur la table basse en acajou, se trouvait une lourde pile de documents. La fiducie de la succession Matthew. C'était l'aboutissement du travail de la vie de Christian, une forteresse légale conçue pour transmettre ses milliards à Richard et Béatrice, tout en minimisant les impôts. « Faites-le » a commandé Christian sa voix basse. James a hésité, sa main planant au-dessus de la déchiqueteuse robuste qu'ils avaient fait rouler dans le bureau. « Christian, s'il vous plaît, pensez-y. Même si vous êtes en colère contre les enfants, c'est nucléaire. Si nous détruisons ce brouillon et vous, si quelque chose vous arrive ce soir, la succession passe en homologation. Le gouvernement prendra 40%. Les loups déchireront la compagnie. Les loups sont déjà dans la maison, James. » Christian a toussé, attrapant un mouchoir pour couvrir sa bouche. Quand il l'a retiré, il l'a rapidement plié pour que James ne voie pas la tache de rouge. Je préférerais que le gouvernement le prenne plutôt que ces deux parasites ingrats. Christian s'est penché en avant, ses yeux brûlants d'une intensité fiévreuse. Richard ne m'a pas appelé depuis 3 mois, sauf pour demander un virement bancaire. Béatrice a déplacé mon infirmière de soins palliatifs à la maison d'hôte parce qu'elle n'aimait pas l'odeur de la médecine se racle la gorge, dans le couloir principal. J'ai bâti un empire, James, mais j'ai élevé des échecs. Il a pointé un doigt tremblant vers la déchiqueteuse.
Détruisez-le. James a soupiré vaincu. Il a introduit la première liasse de papier dans la machine. Le mécanique était croustillant à remplir la pièce, un son violent qui semblait étrangement satisfaisant à Christian. Ils ont regardé en SW l'héritage de Richard et Béatrice être réduit en confetti. Juste au moment où la dernière page a disparu, les portes de l'ascenseur à l'extrémité du couloir ont tinté. Un homme en trench coat beige est sorti. Il était mouillé par la pluie, tenant une enveloppe manille serrée contre sa poitrine. C'était Robert Cole, l'enquêteur privé que James avait engagé en tant que consultant pour le cabinet. Il était cher, discret et terrifiant d'efficacité. Monsieur Matthew, Monsieur O'Connell. Cole a hoché la tête, secouant la pluie de son chapeau. Il ne s'est pas assis. Se racle la gorge. Il a marché droit dans la table et a placé l'enveloppe devant Christian. C'était rapide, a dit Christian. Sarah Jenkins n'est pas un fantôme, monsieur. Cole a dit sa voix rauque. Des gens comme elle laissent une trace écrite, non pas de crime, mais de survie. Christian a ouvert l'enveloppe. La première chose qu'il a vue était une photo de Sarah, l'air beaucoup plus jeune, portant une toque et une toge. Elle souriait, un vrai sourire, pas celui fatigué du restaurant. Sarah Jenkins, âgée de 24 ans. Cole a commencé à réciter de mémoire. Diplômée du lycée major de promotion, acceptée dans le programme prémédical de l'Université de Washington avec une bourse partielle. Elle voulait être oncologue pédiatrique. Christian a passé son pouce sur la photo. Elle n'est pas médecin, elle verse du café. Elle a abandonné il y a 3 ans, a dit Cole. Il a tiré une deuxième photo de la pile. Elle montrait un adolescent, pâle et maigre, assis dans un fauteuil roulant. C'est Tobias Jenkins, son jeune frère. Il a été diagnostiqué avec une dystrophie musculaire de Duchenne, compliquée par une grave malformation cardiaque. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand Sarah avait 19 ans. Elle est devenue sa seule tutrice légale. La pièce s'est devenue silencieuse, sauf pour le sifflement du réservoir d'oxygène. L'assurance, Christian a demandé. Plafond atteint il y a 2 ans, a répondu Cole. L'aide de l'État couvre les bases, mais Tobias a besoin de soins 24 heures sur 24 et de médicaments spécialisés qui coûtent 4 000 $ par mois. Sarah travaille en double quart au Rusty Spoon et elle nettoie des bureaux la nuit. J'ai vérifié son rapport de crédit, Monsieur Matthew. C'est un bain de sang. Elle a épuisé 3 cartes de crédit payant pour son équipement respiratoire. Elle est actuellement endettée de 145 000. Christian a fermé les yeux. Il a pensé au billet de 5 $ dans sa poche. Elle se noyait. Elle suffoquait sous le poids d'un monde qui ne se souciait pas d'elle ou de son frère mourant. Et pourtant, quand elle a vu un vieil homme grincheux et impoli qu'elle pensait d'avoir faim, elle lui a donné 5 $. Elle ne lui a pas donné ce qu'elle pouvait épargner. Elle lui a donné ce qu'elle ne pouvait pas épargner. Il y a une chose de plus, a dit Cole, sa voix s'adoucissant légèrement. J'ai parlé au propriétaire de leur complexe d'appartements. Il a dit qu'il les expulse mardi prochain. Ils ont 3 mois de retard de loyer. Les yeux de Christian se sont ouverts d'un coup. Expulser un garçon mourant. Les affaires sont les affaires, monsieur. Cole a haussé les épaules, bien qu'il ait l'air dégoûté. Christian s'est levé. Le mouvement soudain l'a étourdi, mais il a saisi la table, ses jointures devenant blanches. Plus maintenant, a grogné Christian. James, prenez votre bloc-notes. Nous écrivons un Nouveau Testament ce soir. Christian a averti James. Vous ne pouvez pas juste laisser tout à une serveuse que vous avez rencontrée une fois. Les tribunaux l'annuleront. Ils diront que vous étiez sénile. Richard la poursuivra en justice jusqu'à l'oubli. Il la détruira. Je sais. Christian a souri d'un sourire froid et prédateur qui n'avait pas été vu dans la salle de conférence Matthew depuis des années. C'est pourquoi je ne le lui laisse pas. Pas directement. Nous allons être plus intelligents que ça. Nous allons tendre un piège. Il a regardé la photo de Sarah et de son frère. Cole, a dit Christian, découvrez qui possède cet immeuble d'appartement. Je veux l'acheter.
Argent comptant dès la première chose le matin. Monsieur, vous m'avez entendu acheter l'immeuble et l'avis d'expulsion que je voulais encadrer. Christian s'est tourné vers la fenêtre, regardant la ville qu'il avait conquise. Il avait enfin une mission. Il ne mourait plus seulement. Il complotait. Maintenant, a chuchoté Christian au reflet de la ville. Voyons comment Richard gère la perte de son allocation. Le lendemain matin, le soleil ne s'est pas levé à Seattle. Le ciel est resté d'un gris-violet meurtri, planant bas sur la ville. Dans la salle à manger privée du club exclusif Azur, Richard Matthew faisait une crise de colère. Il avait 45 ans, portant un costume qui coûtait plus que ce que Sarah Jenkins gagnait en un an, et il était rouge de rage. « Que voulez-vous dire, il n'est pas à la réunion? » Richard a crié dans son téléphone. Il a claqué son poing sur la nappe blanche, faisant sauter les couverts. La délégation japonaise attend. Cette fusion est la seule chose qui maintient le cours de l'action à flot. À l'autre bout de la ligne, l'assistante exécutive de Christian, une femme terrifiée nommée Linda, a bégayé. Je ne sais pas, Monsieur Matthew. Il a appelé et a dit qu'il n'était pas disponible. Il a dit qu'il avait un engagement antérieur. Un engagement antérieur? Richard a ricané. Il est en train de mourir. Son seul engagement est avec la faucheuse. Où est-il, Linda? Je ne peux pas dire. Il a pris la voiture, mais Kavanagh ne répond pas. Richard a raccroché et a regardé à travers la table sa sœur, Béatrice. Elle piquait un pamplemousse avec une cuillère en argent, l'air ennuyé. Elle a ajusté ses boucles d'oreilles en diamant, captant la lumière. Il a finalement perdu la tête, n'est-ce pas? Béatrice a dit paresseusement. Le cerveau de Chimios l'a transformé son esprit en bouillie. Nous aurions dû invoquer la procuration il y a des mois, Richie. Je vous l'ai dit. Tais-toi, Bee. Richard a claqué. Ce n'est pas juste de la sénilité. Il a déchiqueté le testament. Béatrice s'est figée. La cuillère a plané à mi-chemin de sa bouche. Elle l'a lentement abaissée. Qui vous a dit ça? Ma source dans le juridique, a sifflé Richard. Le vieil homme O'Connell était au penthouse jusqu'à 3 heures du matin. Ils ont fait venir une déchiqueteuse et un détective privé. Le visage de Béatrice s'est durci. L'ennui a disparu, remplacé par la vive alerte reptilienne qui la rendait dangereuse. Un DPI, pourquoi nous enquête-t-il? Je ne sais pas. Richard a arpenté la pièce. Mais s'il a déchiqueté la fiducie, nous sommes exposés. S'il meurt sans testament, cela prend des années à régler. Ou pire, il pourrait nous exclure. Pour qui? Béatrice a ri, un son rauque et aboyeur. Qui d'autre est-ce là, le chat? Je ne sais pas. Richard a attrapé son manteau, mais je vais découvrir. J'ai localisé son téléphone. Béatrice a levé un sourcil. Vous avez mis un tracker sur le téléphone de papa. J'ai mis un tracker sur tout, Béatrice. Cela s'appelle la gestion des risques. Richard a tenu son propre téléphone montrant un point bleu clignotant sur une carte du centre-ville de Seattle. Il n'est pas à l'hôpital. Il n'est pas au bureau. Il a zoomé. Le point planait au-dessus d'un quartier industriel crasseux au sud du centre-ville. Il est dans un restaurant, a dit Richard confus. La cuillère rouillée. Qu'est-ce qu'il fait là, au nom de Dieu? Béatrice s'est levée, essuyant sa bouche avec une serviette en lin. Peut-être qu'il rencontre une femme. Une femme? Richard a ricané. Il a 68 ans et sous oxygène. Les hommes sont des hommes, Richie. Même quand ils sont en train de mourir. Surtout quand ils sont en train de mourir. Si une traînée a ses griffes en lui, se racle la gorge. Si elle le convainc de signer des choses, elle n'avait pas besoin de finir la phrase. La menace était claire. Et allons-y, a dit Richard. S'il rencontre quelqu'un, je veux les rencontrer aussi. Et 5 miles de là, Christian Matthew était assis dans la même cabine à la cuillère rouillée. Il avait de l'air différent aujourd'hui. Il portait toujours le vieux manteau, mais il s'était rasé. Il avait l'air plus propre, bien qu'encore fragile. Il était assis nerveusement, ses mains serrant le coupon. Le restaurant était plus calme ce matin. Le coup de feu du petit déjeuner était terminé. Vous êtes revenu. Christian a levé les yeux.
Sarah était là, tenant une cafetière. Elle avait l'air encore plus épuisée que la veille. Ses yeux étaient cernés de rouge, comme si elle avait pleuré, mais son sourire était là, tenant par un fil. « J'avais un coupon », a dit Christian d'une voix brusque, agitant le papier. « Je ne voulais pas le gaspiller. »« Eh bien, je suis contente », a-t-elle dit, versant son café. « Je me suis assurée que cette cafetière est fraîche, brûlant, juste comme vous le détestez. » Christian a en fait gloussé. C'était un son rouillé, inutilisé depuis des années. « Vous êtes une effrontée, fille. Cela me garde saine d'esprit », a-t-elle dit. Elle a baissé sa voix. « Avez-vous dîné hier soir ?» Christian a senti une boule dans sa gorge. Elle s'inquiétait pour lui. « Je l'ai fait ?» Il a menti. « Un festin grâce à vous. » Les épaules de Sarah se sont détendues. « Bien, c'est bien. » Elle a commencé à s'éloigner, mais Christian a pris la parole. « Asseyez-vous. » Sarah est fait une pause. « Je ne peux pas, monsieur. Je suis à l'horloge. » Le gérant. « Il n'y a personne ici. » Christian a dit, en désignant les tables vides. « Juste pour 1 minute. Mes jambes, elles font mal. Je n'aime pas manger seul. » Sarah a hésité, vérifiant la porte de la cuisine, puis s'est glissée dans la cabine en face de lui. « Juste pour 1 minute, a-t-elle chuchoté. « Mon nom est Sarah, au fait. Je ne pense pas vous l'avoir dit. »« Christian, a-t-il dit. Il n'a pas donné son nom de famille. »« Dites-moi, Sarah, pourquoi le faites-vous? » Faire quoi? Sourire. Quand tout est ordure. Christian a fait un geste vague vers le restaurant délabré à la pluie dehors, faisant allusion à sa vie. Sarah a baissé les yeux sur ses mains. Elles étaient gercées et rouges d'avoir lavé la vaisselle. « Parce que si j'arrête, a-t-elle dit doucement, je pense que je vais craquer et Toby a besoin que je ne craque pas. »« Votre frère, a dit Christian. » Elle a hoché la tête, des larmes montant instantanément dans ses yeux. Elle les a essuyées avec colère. Désolé. Nuit difficile. Il a eu un mauvais épisode. Nous avons dû aller aux urgences à 2 heures du matin. Ils l'ont stabilisé, mais le médecin a dit que ses poumons devenaient plus faibles. Elle a levé les yeux vers Christian, ses yeux le perçant. Il a 18 ans, Christian. Il n'a jamais eu de rendez-vous. Il n'a jamais vu l'océan. Il reste juste dans cette pièce et lutte pour respirer. Et tout ce que je peux faire, c'est servir des œufs et d'espérer que je gagne assez de pourboire pour maintenir l'électricité. Elle a pris une profonde respiration. Alors je souris parce que si je suis en colère, alors le monde gagne et je ne le laisserai pas gagner. Christian l'a fixé. Il a vu l'acier dans sa colonne vertébrale. C'était le même acier qu'il avait quand il était jeune, bâtissant son entreprise depuis un garage. Mais son acier était forgé dans l'avidité. Le sien était forgé dans l'amour. Soudainement, la porte d'entrée du restaurant s'est ouverte avec fracas. La clochette n'a pas seulement tinté, elle a claqué violemment contre la vitre. Christian ne s'est pas retourné, mais il a vu les yeux de Sarah s'écarquiller de confusion. « Papa !» Le mot a plané dans l'air, vif et incrédule. Christian a fermé les yeux une brève seconde, soupirant. La paix était terminée. La guerre était arrivée. Il s'est tourné lentement dans la cabine. Debout dans l'entrée de la cuillère rouillée, ressemblant à des aliens dans leur trench coat de créateurs et leurs chaussures en cuir italien, se tenaient Richard et Béatrice. Derrière eux, la pluie tombait à verse. Richard a avancé, ses yeux balayant le restaurant avec dégoût jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur Christian. Puis, ils ont glissé vers Sarah. Il l'a regardée de haut en bas, voyant le tablier taché, les cheveux en désordre, le badge bon marché. Un ricanement a tordu sa lèvre. « Alors, a dit Richard, sa voix dégoulinante devenait. C'est elle, l'engagement antérieur. Béatrice s'est avancée à côté de lui, croisant les bras. « Elle a l'air chère, papa, mais je pense que tu la surpayes. » Sarah s'est levée, confuse et sur la défensive. « Excusez-moi, qui êtes-vous? » Christian s'est levé aussi. Il n'avait pas besoin de la canne cette fois. Se racle la gorge. Il s'est redressé à toute sa hauteur, la fragilité disparaissant,
remplacée par la posture imposante du loup de fer. « Asseyez-vous, Sarah, a dit Christian, sa voix froide et autoritaire. « Mes enfants sont arrivés et ils sont juste en train de partir. » Richard a ri, s'approchant de la cabine, envahissant leur espace. « Nous n'allons nulle part, vieil homme. Pas avant que nous ne découvrions pourquoi vous jouez à la dinette avec l'aide pendant que l'entreprise brûle. » Il s'est tourné vers Sarah, sortant un chéquier. « D'accord, chérie, a dit Richard, cliquant un stylo en or. « Allons droit au but. Combien? Combien pour le laisser tranquille et ne plus jamais dire le nom Matthew? » 10-0-20. Sarah a regardé du chéquier à Christian, son visage se vidant de couleur. « Matthew, a-t-elle chuchoté. « Christian, Matthew, elle connaissait le nom. Tout le monde à Seattle connaissait le nom. Il était sur les hôpitaux, les gratte-ciels, les nouvelles. » Christian l'a regardé, voyant la trahison dans ses yeux. Elle a réalisé qu'il n'avait pas été un pauvre vieil homme. Il avait été un milliardaire l'attestant. « Sarah. » Christian a commencé à tendre la main. « Ne faites pas. » Elle a reculé, sa voix tremblante. « Vous êtes lui, le milliardaire. » « Oui. » Richard a interrompu, déchirant un chèque et le claquant sur la table collante. « Il l'est et vous avez terminé. Prenez l'argent et retournez à la cuisine. » La main de Christian a bougé plus vite que quiconque ne s'y attendait. Il a arraché le chèque de la table et l'a déchiré en deux, j'ai dit. La voix de Christian était un grognement bas qui a secoué la cabine. « Sortez !» Le visage de Richard est devenu violet. « Vous faites une erreur, papa. Nous faisons cela pour votre bien. Nous allons déposer une demande de tutelle. Nous vous ferons enfermer dans un établissement avant que vous ne puissiez donner un sou à cette serveuse. » Christian a souri. C'était terrifiant. Kavanaugh a crié Christian. La porte de la cuisine s'est ouverte. Kavanaugh, l'énorme chauffeur, avait attendu à l'arrière près du piège à graisse selon les instructions de Christian. Il est sorti, remplissant le couloir. « Escortez mes enfants jusqu'au trottoir, a dit Christian calmement. S'ils résistent, jetez-les. » Kavanaugh a fait craquer ses jointures. Richard et Béatrice ont reculé, la peur clignotant dans leurs yeux. Ils connaissaient Kavanaugh et ils savaient qu'il ne les aimait pas. Ce n'est pas fini. Béatrice a sifflé à Sarah. « Surveille tes arrières, petite fille. » Ils se sont retournés et ont fui la clochette, tintant frénétiquement derrière eux. Le silence est revenu au restaurant. Christian s'est retourné vers Sarah. Elle se tenait contre le comptoir, tremblante. Elle a regardé le chèque déchiré sur la table, puis Christian. « Vous m'avez menti, a-t-elle chuchoté. Vous avez fait semblant d'avoir faim. Vous avez fait semblant d'être pauvre. Pourquoi est-ce un jeu pour vous? Aimez-vous rire des gens comme moi? » « Non, » Christian a dit, son cœur se brisant. « Sarah, s'il vous plaît, sortez, a-t-elle dit, des larmes débordant. Elle a montré la porte. « Prenez votre argent et votre chauffeur et sortez. Je ne veux pas votre aide et je ne veux plus vous voir. » Christian se tenait là, l'homme le plus puissant de la ville, rendu impuissant par le chagrin d'une serveuse. Il a fouillé dans sa poche et a sorti le coupon. Il l'a placé doucement sur la table. « J'y vais, a dit Christian doucement. Mais je ne mentais pas sur une chose. J'avais faim, Sarah. Affamé. Je ne savais juste pas pourquoi avant de vous rencontrer. » Il est sorti sous la pluie, laissant Sarah seule avec le chèque déchiré et le café froid. Mais Christian n'avait pas fini. Richard avait fait son coup. Maintenant, c'était l'heure de la contre-attaque. En montant dans la voiture, Christian a pris le téléphone. Se racle la gorge. « Cole, a-t-il dit, exécutez la phase 2 et dites à l'hôpital de préparer une suite privée. Nous déplaçons le garçon ce soir. » « Ce soir? » « Sayre ne sera pas d'accord avec ça. Elle n'aura pas le choix, a dit Christian, regardant le restaurant à travers la fenêtre striée de pluie. Richard l'a menacé. Il va revenir. J'ai besoin de les mettre en sécurité avant qu'ils ne détruisent sa vie juste pour me narguer. Christian a regardé ses mains tremblantes. La guerre a commencé. Cole brûlait tout. Sarah Jenkins vivait dans un bâtiment que la ville de Seattle avait oublié.
C'était un bloc de briques dans la vallée de Rainier, où les lampadaires vacillaient et les couloirs sentaient le chou bouilli et la moisissure. Quand elle est arrivée chez elle après la confrontation au restaurant, elle tremblait. Ce n'était pas seulement la pluie froide trempant son mince uniforme, c'était la réplique de l'adrénaline. Elle avait crié à un milliardaire. Elle avait jeté Christian Matthew, l'homme dont le nom était sur l'horizon, hors d'un restaurant. Elle a monté les 3 volets d'escalier jusqu'à l'appartement 3B, ses jambes semblant de plomb. Elle a fouillé avec ses clés, son esprit s'emballant. Il a menti. Il m'a regardé lutter et il s'est juste assis là et m'a jugé. Elle a poussé la porte. « Toby, je suis à la maison. J'ai apporté de la soupe. » L'appartement était sombre. Habituellement, la lueur du moniteur médical de Tobias fournissait une lumière bleue faible et rythmique, mais aujourd'hui la pièce était d'un noir total. Une panique froide et vive a transpercé sa poitrine. Toby. Elle a actionné l'interrupteur. Rien. L'électricité était coupée. Sarah. Une voix faible et terrifiée est venue de la chambre. Sarah a laissé tomber son sac et a couru. Dans la chambre, Tobias haletait. La batterie de secours de son ventilateur émettait un bip frénétique d'avertissement de batterie faible. La lumière rouge clignotait rapidement. Toby se racle la gorge. Oh mon Dieu! Sarah est tombée à genoux à côté de son fauteuil roulant. C'est bon. Respirez. Juste respirez. Les lumières se sont éteintes. Il y a 1 heure. Tobias a sifflé, son visage pâle et moite. La poitrine fait mal, Sarah. Je vous tiens, a-t-elle dit, ses mains tremblant alors qu'elle vérifiait l'indicateur de batterie. 4%. Il lui restait peut-être 10 minutes de respiration assistée. Elle a attrapé son téléphone pour appeler la compagnie d'électricité, mais avant qu'elle ne puisse composer, un lourd cognement est secoué la porte d'entrée. Bang! Bang! Se racle la gorge. Bang! Maintenance! Une voix a crié. Sarah s'est précipitée vers la porte et l'a ouverte en grand. Debout là se trouvait M. Henderson, le propriétaire. C'était un homme en sueur et nerveux qui d'habitude ne pouvait pas regarder Sarah dans les yeux parce qu'il savait que la moisissure dans la salle de bain était illégale. Mais aujourd'hui, il avait l'air différent. Il avait l'air désespéré. « Monsieur Henderson, l'électricité est coupée. » Sarah a crié. « Mon frère est sous assistance respiratoire. Vous devez remettre le disjoncteur. Je ne peux pas faire ça. » Sarah, a dit Henderson, essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. Il a brandi un morceau de papier. Je ferme le bâtiment. Réparation électrique d'urgence. Violation de code. Tout le monde doit évacuer maintenant. Évacuer. Sarah l'a fixé, se racle la gorge. Il pleut. Mon frère ne peut pas bouger. Nous n'avons nulle part où aller. Henderson a baissé les yeux sur ses chaussures. Je suis désolé. Vous devez partir. Les inspecteurs ont dit que ce n'était pas sûr. Sarah a vu quelque chose dans sa main. Ce n'était pas seulement l'avis d'expulsion. Écrasée dans sa paume, à moitié cachée, se trouvait une épaisse enveloppe. Elle était blanche, nette et bombée d'une manière que seule une pile de billets de $100 frais ferait gonfler une enveloppe. Elle l'a réalisé instantanément. « Il vous a payé » a chuchoté Sarah, l'horreur lui apparaissant. L'homme en costume, Richard Matthew. Il vous a payé pour couper l'électricité. Henderson a tressailli. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je sais juste que vous devez 3 mois de loyer et ce bâtiment est condamné depuis 10 minutes. Sortez, Sarah, ou j'appelle le shérif. Il s'est retourné et s'est éloigné, laissant Sarah debout dans le couloir sombre. Elle a trébuché en retournant dans l'appartement. Le ventilateur a bipé plus vite. Bip, bip, bip. 3%, elle était piégée. Richard Matthew n'était pas seulement méchant. Il essayait de les tuer. Il lui montrait qu'il pouvait éteindre leur vie aussi facilement que d'appuyer sur un interrupteur juste pour la punir de l'avoir embarrassée. Sarah a couru vers Tobias. Elle a commencé à débrancher la lourde machine, essayant de comprendre comment pomper manuellement ses poumons avec l'embouague. « Nous devons y aller, Toby.
Nous devons y aller maintenant. Où? Tobias a haleté, des larmes coulant de ses yeux. Je ne sais pas, a-t-elle sangloté. Soudainement, la porte d'entrée ne s'est pas juste ouverte, se racle la gorge. Au pays. Elle a été enfoncée. Sarah a crié, protégeant Tobias avec son corps. 3 hommes en équipement de pluie tactique sombre ont fait éruption dans le petit salon. Ce n'étaient pas des policiers. Ils se sont déplacés avec trop de précision. Sarah a attrapé une lourde lampe en laiton prête à être balancée. Reculez. Éloignez-vous de lui. Mademoiselle Jenkins, baissez-vous. L'homme de tête a aboyé. Il a retiré sa capuche. C'était le chauffeur du restaurant. Kavanagh. Il avait l'air massif dans la petite pièce remplissant l'espace de sa présence. Mais son visage n'était pas en colère. C'était urgent. Nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal, a dit Kavanagh, sa voix profonde et calme. Christian nous a envoyés. Nous savons pour l'électricité. Sortez. Sarah a crié, balançant la lampe sauvagement. Il a fait ça. Son fils a fait ça. Christian sait, a dit Kavanagh, s'avançant et attrapant facilement la lampe d'une main. Il l'a doucement prise de sa prise. Richard a payé le propriétaire. Il vous veut dans la rue. Christian essaie de l'arrêter. Le ventilateur a émis un long gémissement aigu. Batterie épuisée. La machine a arrêté de siffler. La poitrine de Tobias a arrêté de bouger. Ses yeux se sont écarquillés de panique alors que l'air se coupait. Toby, a crié Sarah. Médecin. Kavanagh a crié par-dessus son épaule. 2 hommes se sont précipités devant lui portant un étui médical portable. En quelques secondes, ils avaient un masque sur le visage de Tobias et pompaient de l'oxygène. L'un d'eux a vérifié le pouls du garçon. Le pouls est faible, mais stable. Nous devons le déplacer maintenant. L'unité de transport est en bas. Sarah est restée figée, regardant ces étrangers manipuler son frère avec une vitesse et une compétence qu'elle n'avait jamais vues. Kavanagh s'est tourné vers elle. « Sarah, écoutez-moi. Vous pouvez rester ici et attendre que le shérif vous traîne dehors pendant que votre frère suffoque. Ou vous pouvez venir avec nous. » Christian a une unité de traumatologie privée mise en place. C'est sûr, c'est chaud. Et Richard ne peut pas vous toucher là-bas. Pourquoi? Sarah a pleuré, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi fait-il cela? Kavanagh a regardé le garçon mourant, puis de nouveau Sarah. Parce qu'il a honte, a dit Kavanagh. Il a honte que son sang ait créé le monstre qui vient de couper votre électricité. S'il vous plaît, Mademoiselle Jenkins, laissez-nous le sauver. Sarah a regardé Tobias. La couleur revenait à ses joues alors que le médecin pompait le sac d'oxygène. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de maison. Elle n'avait pas le choix. Elle a hoché la tête vaincue. « D'accord, a-t-elle chuchoté. « Bougeons, et commandé Kavanagh. Ils ont soulevé Tobias fauteuil roulant et tout avec une force sans effort. Sarah a attrapé son sac à main et son manteau, et ils l'ont balayé hors de l'appartement, en bas de la cage d'escalier sombre, et dehors dans la nuit pluvieuse. 3 VUS noirs tournaient au ralenti au trottoir, leur moteur ronronnant comme se racle la gorge des bêtes endormies. Le propriétaire Henderson regardait de la fenêtre. Quand il a vu Kavanagh le fixer d'un air fâché, il a rapidement tiré les stores. Ils ont chargé Tobias à l'arrière d'un VUS modifié qui ressemblait à une ambulance à l'intérieur. Sarah est montée à côté de lui, tenant sa main. Alors que le convoi s'éloignait du trottoir, éclaboussant à travers les flaques d'eau, Sarah regardait en arrière le bâtiment qui avait été sa prison et son sanctuaire. Elle entrait dans le monde de Christian Matthew maintenant. Un monde de milliards de dollars, d'armées privées et de cruauté impitoyable. Elle a serré la main de Tobias. « Je survivrai à cela, a-t-elle juré. Je leur survivrai. » Se racle la gorge. Le trajet a pris 20 minutes. Ils ne sont pas allés à un hôpital.
Ils ont roulé vers le nord, vers les falaises surplombant le Puget Sound, jusqu'à un domaine qui était moins une maison et plus une forteresse de verre et d'acier, le domaine Matthew. Les portes se sont ouvertes automatiquement à l'approche du convoi. Ils ont remonté une allée sinueuse bordée de cèdres anciens, arrivant à une entrée latérale marquée livraison médicale. Sarah a été escortée hors de la voiture. L'air ici sentait différemment, propre comme des aiguilles de pin dans l'océan. Tobias a été emmené par une équipe de médecins portant des blouses blanches avec le logo Matthew Dynamics brodé sur les poches. « Attendez, où l'emmenez-vous? » Sarah a paniqué, essayant de suivre. « Il va à l'aile des soins intensifs. » Mademoiselle Jenkins, a dit une infirmière doucement, posant une main sur son bras. Le Dr. Harris est le meilleur pneumologue de l'État. Il se frotte maintenant. Votre frère va être stabilisé. Nous avons une suite préparée pour vous juste à côté, afin que vous puissiez regarder à travers la vitre. Sarah a été conduite le long d'un couloir blanc immaculé. Les sols étaient en marbre. Les murs étaient tapissés d'or abstrait. C'était calme, un silence lourd et cher. Ils l'ont amenée dans une pièce qui ressemblait à une suite d'hôtels 5 étoiles, mais un mur était entièrement en verre. Regardant dans la chambre d'hôpital adjacente, Sarah a pressé ses mains contre la vitre. À l'intérieur, Tobias était transféré dans un lit qui ressemblait à un vaisseau spatial. Les moniteurs se sont allumés. Un médecin l'intubait, ses mouvements calmes et précis. C'était un niveau de soins que Sarah n'avait vu que dans les films. Pas de salle d'attente, pas de formulaire d'assurance, juste une salvation immédiate de classe mondiale. Elle a regardé jusqu'à ce que la poitrine de Tobias monte et descende rythmiquement avec le nouveau ventilateur. Il dormait. Il avait l'air paisible. Il est en sécurité. La voix est venue de l'embrasure de la porte. Sarah s'est retournée. Christian Matthew se tenait là. Il avait l'air terrible. Le stress des dernières 24 heures avait eu des conséquences. Sa peau était grise et il s'appuyait lourdement sur une canne. Mais il ne portait plus le manteau de friperie. Il portait une robe de chambre en soie foncée et un pyjama. Il ressemblait à ce qu'il était un roi mourant. Le soulagement de Sarah de voir Tobias en sécurité s'est violemment heurté à sa colère. « Vous nous avez amenés ici, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Vous nous avez enlevés. Je vous ai extrait, a corrigé Christian doucement. Il a boité dans la pièce et s'est assis dans un fauteuil en velours. Mon fils Richard, il agit vite. Si je n'étais pas intervenu, Tobias serait mort le matin. Le froid dans cet appartement l'aurait achevé. Vous n'avez aucun droit, a dit Sarah, bien que le feu dans sa voix s'estompa. Vous avez joué un jeu avec ma vie. Vous m'avez testé comme si j'étais un rat de laboratoire. Je vous ai testé, a admis Christian, la regardant dans les yeux. Parce que je suis entouré de requins, Sarah. Tous ceux que je connais, les membres de mon conseil d'administration, mes avocats, mes propres enfants, ils me regardent et ils voient un compte bancaire. Ils calculent combien de jours il me reste pour qu'ils puissent t'encaisser. Il a fait un geste vers le mur de verre, regardant le garçon endormi. Je suis allé à ce restaurant cherchant une personne, juste une qui verrait d'un être humain. J'étais prêt à abandonner. J'allais laisser les vautours tout avoir. Et puis vous m'avez donné $5. Christian a fouillé dans la poche de sa robe de chambre. Il a sorti le billet de $5. Il était séché et froissé maintenant. C'est la chose la plus précieuse que je possède, se racle la gorge, a dit Christian doucement. Elle représente la seule transaction honnête que j'ai eue en 10 ans. Sarah a fixé le billet. Alors quoi maintenant? Vous sauvez mon frère, vous me donnez un chèque et je disparais. Est-ce ça l'accord? Non, a dit Christian fermement. Je ne veux pas que vous disparaissiez. Je veux que vous restiez. Rester? Sarah a ri amèrement. Dans cette maison avec votre fils psychopathe, essayant de m'expulser. Richard est un tyran, a dit Christian, sa voix se durcissant. Mais il est un lâche. Il attaque les faibles. Il ne vous attaquera pas ici. Pas tant que je suis en vie. Christian s'est penché en avant, ses yeux brûlants d'intensité.
Je réécris mon testament, Sarah. Mais je ne vous laisse pas seulement de l'argent. L'argent ruine les gens. Regardez mes enfants. Je leur ai tout donné et ils sont devenus rien. Il a pris une profonde inspiration et pendant un instant, il a eu l'air terrifié. Je veux vous laisser la fondation. Sarah a cligné des yeux. Le quoi? La fondation Matthew. Christian a dit qu'elle contrôle 40% de mon entreprise. Elle finance des hôpitaux, des écoles, de la recherche, des milliards de dollars en actifs. Elle a besoin d'un directeur. Elle a besoin de quelqu'un avec un cœur, Sarah. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir les lumières coupées. Quelqu'un qui connaît la valeur de 5 dollars. Sarah a reculé, secouant la tête. Vous êtes folle. Je suis une serveuse. Je n'ai même pas fini l'université. Je ne peux pas diriger une fondation d'1 milliard de dollars. Vous avez géré un ménage au salaire minimum, a compté Christian. Vous avez gardé un garçon mourant en vie pendant 3 ans sans aide. Vous avez plus de cran dans votre petit doigt que tout mon conseil d'administration dans leur colonne vertébrale. Je ne peux pas, a chuchoté Sarah. Je n'appartiens pas à votre monde. Mon monde est en train de mourir, Sarah. Christian a dit, regardez-moi, j'ai des semaines, peut-être des jours. J'ai besoin de savoir que quand je serai parti, l'argent ne sera pas utilisé pour acheter des yachts et des politiciens. J'ai besoin de savoir qu'il sera utilisé pour aider des gens comme Tobias. Il a montré la vitre. Si Richard obtient la compagnie, il liquidera la fondation. Il fermera les ailes de recherche. Il vendra les brevets pour le médicament qui maintient votre frère en vie au plus offrant. La menace planait dans l'air. Ce n'était pas une menace de Christian. C'était une vérification de la réalité. Vous me demandez d'aller à la guerre, a réalisé Sarah. Avec votre famille. Je vous demande de gagner la guerre, a dit Christian. Je vous donnerai les armes, les avocats, les conseillers, l'autorité, mais vous devez être celle qui les brandira. Sarah regardait à travers la vitre Tobias. Il respirait facilement pour la première fois depuis des mois. Cette maison, cet argent, cela pourrait le sauver. Se racle la gorge. Cela pourrait sauver des milliers de personnes comme lui. Mais le coup était d'entrer dans un nid de vipères. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la suite s'est ouverte avec fracas. Ce n'était pas une infirmière cette fois. C'était James O'Connell, l'avocat. Il était pâle et tenait une tablette. Christian, James a haleté, ignorant Sarah. Nous avons un problème. Un gros. Christian n'a pas oscillé. Qu'ont-ils fait, James? Richard et Béatrice viennent de déposer une motion d'urgence auprès de la Cour supérieure du comté de King, et dit James glissant sur la tablette. Ils affirment que vous êtes mentalement incapable en raison d'un cancer de stade avancé et d'une influence indue d'un prédateur. James a regardé Sarah d'un air apologétique. Ils ont une ordonnance du tribunal, Christian. James a continué. Ils viennent avec la police. Ils veulent vous placer sous tutelle immédiate. S'ils réussissent, ils gênent vos actifs ce soir. Le visage de Christian est devenu de pierre. Ils veulent m'enfermer. Ils veulent annuler toutes les modifications au testament que vous avez fait au cours des dernières 48 heures, a dit James. Ils essaient d'effacer Sarah. Sarah a senti la peur monter de nouveau, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas la peur impuissante de l'expulsion. C'était de la colère. Elle a regardé Christian. Le vieil homme avait l'air fragile, piégé dans sa chaise. Il avait essayé de faire une bonne chose, et son propre sang essayait de le détruire pour cela. Christian a regardé Sarah. « Vous pouvez partir, a-t-il dit doucement. Sortez par l'arrière. Prenez l'argent que j'ai dans le coffre-fort. Courez. Ils ne vous poursuivront pas si vous n'êtes pas dans le testament. » Sarah a regardé le billet de 5 dollars dans la main de Christian. Elle a regardé son frère dormir dans le meilleur lit qu'il ait jamais connu. Elle a pensé au visage ricanant de Richard au restaurant. Prenez l'argent et retournez à la cuisine. Sarah Jenkins a pris une profonde inspiration. Elle a lissé son tablier de restaurant sale qu'elle portait toujours. Non, a dit Sarah. Christian a levé les yeux. Non, je ne cours pas, a dit Sarah. Elle s'est approchée et s'est tenue à côté de la chaise de Christian.
plaçant une main sur son épaule. C'était un geste protecteur. Le geste d'une fille. James, a dit Sarah, sa voix étonnamment stable. Maison a-t-elle un portail? Oui. James a cligné des yeux. Un portail en acier renforcé. Verrouillez-le, et commandé Sarah. Les yeux de Christian se sont écarquillés. Un lent sourire s'est répandu sur son visage. Et appelez la presse, a ajouté Sarah, son esprit s'emballant. S'ils veulent prétendre que Christian est fou, laissons le monde le voir. Laissons-les voir l'homme qui vient de sauver la vie d'un garçon mourant. Elle a baissé les yeux sur Christian. Vous vouliez un partenaire, Christian. Vous en avez un. Réécrivons ce testament. Christian Matthew a ri. C'était un son défiant et joyeux. Il a couvert sa main avec la sienne. Verrouillez le portail, James, a ordonné Christian. La serveuse est en charge. L'audience pour la tutelle d'urgence a eu lieu 3 jours plus tard. Le palais de justice du comté de King était assiégé par des journalistes. Richard et Béatrice avaient divulgué l'histoire dépeignant Sarah comme une soignante cupide qui avait séduit un vieil homme sénile. À l'intérieur, l'atmosphère était suffocante. Richard était assis avec son équipe juridique hors de prix, souriant d'un air suffisant. Il ne voulait pas juste l'argent. Il voulait humilier son père. Quand Christian est entré, la pièce est devenue silencieuse. Il était en fauteuil roulant, respirant d'un réservoir d'oxygène, mais il portait son meilleur costume. Sarah l'a poussé, la tête haute, ignorant le regard. Béatrix lui a tiré dessus son chemin. « Votre honneur », l'avocat de Richard est commencé à faire les 100 pas comme une panthère. Monsieur Matthew est clairement souffrant. Il a tenté de réécrire une succession de plusieurs milliards de dollars à une femme qu'il a rencontrée une fois dans un restaurant. Ce sont les actions d'un homme qui a perdu sa prise sur la réalité. Nous demandons à la Cour de geler les actifs pour protéger l'héritage Matthew. Le juge a regardé Christian. « Monsieur Matthew, comprenez-vous où vous êtes? » Christian a fait signe pour le microphone. Sa voix était faible, mais elle a résonné clairement. « Je suis dans une pièce pleine de vautours, a-t-il rauqué, et je n'ai jamais été plus sain d'esprit. Alors expliquez, le juge a pressé doucement. Pourquoi la serveuse? Pourquoi donner un empire à une étrangère? Christian a fouillé dans sa poche. Il n'a pas sorti de documents légaux. Il a sorti le billet de 5 $ froissé. À cause de ceci, a dit Christian, le tenant en l'air, mon fils voit 5 $ et ne voit rien. Il ne se pencherait pas pour le ramasser. Mais cette femme a vu un vieil homme affamé et elle lui a donné ceci. C'était son argent pour la nourriture. C'était sa survie. Il s'est tourné pour regarder directement Richard, ses yeux flamboyants d'un dernier feu mourant. Vous l'appelez une étrangère, Richard. Elle est les seules personnes qui m'a traité comme un être humain quand je n'avais rien à lui offrir. Vous m'avez traité comme un coffre-fort. Je ne réécris pas mon testament parce que je suis fou. Je le réécris parce que je vois enfin clairement. La salle d'audience a éclaté en murmures. Le juge a frappé le marteau, mais le regard dans ses yeux a tout dit. La motion pour la tutelle aurait été refusée. Christian Matthew est mort 3 jours plus tard, regardant le coucher de soleil sur le Puget Sound tenant la main de Sarah. La lecture du testament a été brève. À Richard et Béatrice, Matthew Christian a laissé une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un seul billet de 5 $ et une note pour que vous puissiez acheter de l'humanité. Ne le dépensez pas tout au même endroit. À Sarah Jenkins, il a laissé la fondation Matthew et l'intérêt de contrôle dans Matthew Dynamics, avec une stipulation qu'elle ne laisse jamais la compagnie perdre son âme. Aujourd'hui, l'aile Matthew Jenkins, à l'hôpital pour enfants de Seattle, sauve des milliers de vies par an. Et dans le bureau du PDG, encadré sous verre au mur, ce n'est pas un diplôme ou un certificat d'action. C'est un billet de 5 $ froissé. Ce que Christian Matthew a prouvé dans ces derniers jours est quelque chose que nous oublions souvent. La vraie richesse n'est pas ce que vous avez en banque, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Richard et Béatrice avaient des milliards, mais ils étaient spirituellement en faillite. Sarah n'avait rien d'autre que des dettes. Pourtant, elle avait la générosité d'une reine. Au final, le test n'était pas sur l'argent.
Il s'agissait de savoir qui était digne de l'héritage. Cela vous fait vous demander si vous avez été testé aujourd'hui sans savoir qui regardait. Passeriez-vous? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à partager ces histoires avec plus de gens. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire touchante. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que la gentillesse revient toujours. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.